Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des absences fréquentes que les familles de militaires peuvent vivre, étant donné qu'il y a des militaires qui peuvent partir rapidement plusieurs fois dans l'année. Euh, c'est présenté par le Centre de ressources pour les familles de militaires de Bagotville. C'est le lieu où je travaille. Je m'appelle Audrey Desjardins, je suis psychoéducatrice. Donc, aujourd'hui, on va voir différents aspects des absences fréquentes, puis on va vous donner quelques petits trucs là, pour que ça se vive de façon un petit peu plus douce. Pour commencer, on a l'officier des affaires publiques de la deuxième escadre de Bagotville qui a accepté de venir nous partager une entrevue pour expliquer un petit peu à la deuxième escadre. C'est une escadre là, qui est appelée à partir souvent et souvent, ils vont partir de manière très rapide. Ce n'était pas prévu d'avance. Donc, il a accepté avec le major Julien Ménard, qui est commandant adjoint de l'unité 2 ESO, de nous parler un petit peu de leur expérience et de répondre à certaines questions que les familles peuvent se poser concernant les absences qui sont fréquentes et qui sont un petit peu à la dernière minute. Je vais vous laisser écouter l'entrevue, donc c'est du contenu audio. Si jamais vous n'entendez pas, faites juste me faire signe là, pour que je réajuste le tout. Donc, on va écouter l'entrevue qu'ils ont enregistrée. Bonjour, je suis le capitaine Nabil Alou, officier des affaires publiques de la 2e escadre Bagotville. Étant expéditionnaire, la 2e escadre est une escadre unique au sein de l'aviation royale canadienne. Mais que signifie expéditionnaire? Donc, être expéditionnaire signifie que l'on doit demeurer prêt en tout temps à mener des missions au Canada et partout dans le monde, parfois à très court préavis. Ça signifie aussi que les membres de la 2e escadre doivent disposer d'une préparation opérationnelle de haut niveau pour 3 de ces unités. Le 2e escadron de soutien de mission, le 2e escadron de soutien opérationnel et le 8e escadron de communication et de contrôle aérien, premier à être appelé pour plusieurs types d'opérations des Forces armées canadiennes. Cette réalité unique, caractérisée par des déploiements rapides et fréquents, n'est bien entendu pas sans impact pour les familles des militaires. Les chaînes de commandement sont conscientes et on s'assure que nos membres sont prêts pour toute éventualité en collaboration avec le Centre de ressources pour les familles des militaires ainsi que différentes personnes ressources de la base des Forces canadiennes Bagotville. Les contributions de la 2e escadre dans les opérations de l'aviation royale canadienne au niveau international et du Canada sont considérables. Et les membres de la 2e escadre sont respectés et appréciés pour leur professionnalisme et leur dévouement. Par contre, sans l'appui des familles militaires, ce serait vraiment impossible et on vous remercie sincèrement pour votre soutien. Nous allons maintenant nous entretenir avec le major Julien Ménard, commandant adjoint du 2e escadron de soutien opérationnel, mais également fier père de famille avec de nombreuses expériences de déploiement. Bonjour major, pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos expériences de déploiement au cours de votre carrière? Oui, bonjour, je suis le major Julien Ménard. J'ai 2 enfants, comme vous avez mentionné, et une conjointe. Ça fait environ 20 ans que je suis dans les Forces armées canadiennes. Donc, ça m'a permis de déployer à multiples reprises. Donc, quand j'étais dans la communauté d'Aurora, qui est un appareil de surveillance maritime et sur la terre, j'ai déployé 2 fois au Koweït pour les opérations en Irak. J'ai multiples opérations anti-drogue dans les Caraïbes et d'autres opérations à travers la planète dans cette communauté. Maintenant que j'étais à la 2e escadre, j'ai eu d'autres opportunités de déploiement. On a déployé pour les évacuations au Soudan de citoyens canadiens qui avaient besoin d'être évacués d'une zone de conflit. J'ai fait ça il y a environ 2 ans. L'année dernière, j'étais allé pour les évacuations en Haïti, où on a encore évacué des citoyens canadiens de l'Haïti. Et j'ai également des opérations domestiques avec des inondations à Terre-Neuve. Qu'est-ce qui explique qu'un militaire peut être appelé à déployer très rapidement? Et quel type d'opérations, en général, vont nécessiter un départ rapide? Donc, c'est sûr que chaque escadre ont leur propre réalité et sortes de déploiements différents. Ceci étant dit, pour la 2e escadre, nous, on spécialise beaucoup dans les opérations courtes, les opérations de gestion de crise, donc les évacuations de citoyens canadiens à travers la planète de zones de conflit. On fait aussi beaucoup d'opérations d'aide humanitaire suite à des tremblements de terre, à des ouragans, à des tsunamis et des choses du genre. Et on fait également des opérations domestiques quand les gens ont besoin d'aide suite à des feux de forêt ou des inondations.
Quelle est la durée moyenne des déploiements en deuxième escadre et pourquoi il existe une durée maximale pour les déploiements? Donc, comme je l'ai expliqué avant, on fait beaucoup d'opérations de gestion de crise. Donc, ça va amener un déploiement rapide, mais c'est des opérations qui sont quand même courtes en termes de durée. Donc, on parle ici d'environ 3 semaines à 2 mois de déploiement. Ceci étant dit, ça se pourrait que les opérations soient un peu plus longues, mais pour revenir à ta question, le temps maximum de déploiement sera environ 2 mois. Si ça dépasse 2 mois, il va avoir une conversation avec le membre, voir s'il y a des impacts avec sa famille, et voir s'il y a d'autres impacts, et aussi pour donner l'opportunité à d'autres jeunes déployés. Passé 2 mois, on va faire tout ce qu'on peut pour changer ce membre-là avec un autre membre et ramener le membre qui est déployé à la maison. Quand puis-je rejoindre la chaîne de commandement de mon conjoint ou de ma conjointe en cas d'urgence et est-ce que cette personne contact change à chaque déploiement? Excellente question. C'est super important là, de savoir comment rejoindre la chaîne de commandement. Il y a 2 façons principales de rejoindre la chaîne de commandement. La première façon, ce serait de connaître le superviseur de ce membre-là et d'avoir son numéro de téléphone. Okay? Oui, le superviseur peut changer dans les périodes, exemple estivales, de posting. Ceci étant dit, le membre devrait savoir si son superviseur va changer et c'est juste important de savoir si c'est le cas et d'avoir un numéro de téléphone pour rejoindre cette personne-là. Le superviseur va être capable de prendre action si jamais vous l'appelez, s'il y a des problèmes à la maison. La deuxième façon serait, on a un téléphone de personne en devoir où il va y avoir quelqu'un, oui, qui va changer, mais quelqu'un qui va avoir accès à ce téléphone-là, il va être capable de répondre 24 heures sur 24. Donc, d'avoir ce numéro-là permet d'appeler quelqu'un qui va être capable de prendre action si jamais il y a besoin. C'est les 2 façons principales de rejoindre la chaîne de commandement si jamais il y a besoin, si un membre est déployé. Merci pour votre réponse, Major. Que se passe-t-il si un militaire doit rentrer d'urgence à cause d'une situation familiale? Ce serait quoi la procédure? C'est sûr que des situations d'urgence peuvent arriver, que ce soit avec la famille ici au Canada ou même avec le membre en théâtre, il y a des choses qui peuvent arriver. Le bien-être de nos membres est super important. Si jamais quelque chose se passe, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener ce membre-là à la maison. Ceci étant dit, tout dépendamment où le membre est déployé sur la planète, ça peut prendre un petit peu de temps. S'il est à l'autre côté de la planète, ça peut prendre quelques jours. Ce n'est pas immédiat. Donc, d'essayer d'être indulgent avec ça. Mais, comme j'ai dit, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour ramener ce membre-là à la maison, si jamais c'est nécessaire. Finalement, avez-vous un message que vous voudrez passer pour les familles des militaires? Oui, absolument. Premièrement, j'aimerais vraiment remercier les familles des militaires. Moi-même, ayant une conjointe avec 2 enfants en bas âge, je le sais à quel point ça peut être difficile pour les familles quand un membre est déployé dans une opération. Merci de votre support. Un autre message que j'aimerais, c'est la préparation. Donc, surtout à la deuxième escadre, on le sait que la plupart des membres vont être appelés à déployer. Ça serait très important d'avoir un plan d'action si jamais le membre est déployé. Puis, ce que je veux dire par plan d'action, c'est avoir des contacts, avoir un réseau qui peut supporter, être au courant que le membre va déployer. Il y a des ressources aussi avec le CRFM, vous pouvez aller chercher. Il y a des ressources un peu partout, mais l'important, c'est vraiment d'être au courant, d'avoir un plan et non d'être réactif. Parfait. Merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. Super. Donc, on remercie beaucoup Capitaine Alou et Major Ménard pour la collaboration. En fait, là, ça nous explique un petit peu pourquoi il y a des militaires qui sont appelés à partir rapidement. J'aime bien la proposition du Major Ménard de dire ce que les familles peuvent faire pour faciliter ces étapes-là, c'est de se préparer. Donc, c'est un petit peu l'objectif de la séance aujourd'hui. Donc, on va vous donner certains trucs pour vous préparer à ça. Pour commencer, il a mentionné là, que vous pouvez venir au CRFM pour... oups, je m'excuse, ça a reparti. Vous pouvez venir là, au CRFM pour voir... OK, j'ai un petit bug. Ça redécolle toujours. OK. Vous pouvez venir au CRFM pour demander de l'aide si jamais vous avez besoin. La mission du CRFM, c'est d'offrir des services communautaires qui vont aider les familles de militaires dans tous les défis
auxquelles ils vont faire face pendant la vie militaire de leurs membres. Donc, on veut améliorer le bien-être, les capacités d'adaptation des familles. Donc, on offre différents services que je vais vous détailler un petit peu plus loin qui pourront là, aider les familles en ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à nous utiliser. On est une belle ressource pour ça. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est lié au volet soutien à l'absence. Donc, ça fait partie des services qui sont offerts au CRFM pour tous les types d'absences liées au travail. Donc, que le militaire soit parti sur un cours, pour une mission, ou qu'il soit parti sur une tâche ou une formation, peu importe, que ça dure 2 jours, que ça dure 6 mois, on va soutenir la famille quand on sait que le militaire est parti. Donc, avant le départ, ça va être important que le membre militaire vienne au CRFM ou nous appelle pour venir mettre ses informations à jour, donc faire son formulaire de DAG, qu'on appelle dans notre jargon, pour venir nous informer qu'il va partir, puis nous informer des personnes de sa famille qu'on a à soutenir. Donc, le CRFM va pouvoir soutenir la famille avant le départ en donnant des outils, en aidant à la préparation, un peu comme on fait aujourd'hui, en donnant de l'information sur comment on fait pour se préparer à des absences. On va aussi offrir du soutien pendant l'absence et au retour, là, quand la réintégration dans la routine, c'est difficile, on peut offrir du soutien également. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le type d'absence fréquentes, donc les absences, comme ça a été mentionné dans l'entrevue, qui sont des fois un déploiement rapide. On ne sait pas toujours que ça va arriver, c'est comme dernière minute, puis que c'est des absences un petit peu plus courtes, mais qui vont se répéter dans le temps. Donc, ce qu'on sait, c'est justement qu'elles sont courtes, répétées, puis que des fois, il n'y a pas beaucoup de temps entre les différentes absences. Ça amène son lot de défis parce qu'on ne connaît pas toujours l'horaire des absences. Donc, c'est difficile de dire, bon, je sais que je pars en déploiement à telle date, donc on peut organiser la fête d'un enfant plus tôt dans le mois ou quelque chose comme ça. Souvent, ça va être des absences un peu surprises. Donc, c'est difficile de prévoir le départ, de prévoir des vacances ou de prévoir des choses comme ça. On ne connaît pas toujours non plus la durée des absences. Donc, on ne sait pas le militaire va être parti combien de temps. Ça rend un petit peu les choses difficiles. Donc, les défis qui sont liés aux absences, ça va être surtout ça. Le fait que c'est imprévisible, donc on ne sait pas comment se planifier. Le fait que la routine est comme toujours remise en doute ou en questionnement. Donc, c'est difficile de partager les tâches, les responsabilités entre les deux personnes. Ça va être difficile, là, par exemple, d'avoir une routine qui est stable parce que des fois, le membre militaire va être parti, des fois, il va être à la maison. Donc, ça peut créer des fois du stress. On va en parler plus tard du stress. Puis, le fait d'être constamment en préparation, constamment en train de s'ajuster, de s'adapter, ça peut créer un stress qui va devenir épuisant parfois pour la famille et même pour le membre. Un autre des défis, ça va être que souvent, on le voit avec les familles qui vivent vraiment des départs et des retours qui sont fréquents. Les retours, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de réadapter la routine pour réintégrer le membre militaire dans la routine comme il faut. Donc, des fois, ça va entraîner plus de défis que de bénéfices quand il va y avoir les réunions qui vont être récurrentes. Donc, la personne part, elle revient, elle repart, elle revient. Donc, quand elle revient, des fois, c'est un petit peu plus tendu. Je vous invite à vous questionner de votre côté, c'est quoi vos défis? Qu'est-ce qui fait en sorte que pour vous, c'est difficile les absences fréquentes? C'est quoi les éléments sur lesquels ça serait bénéfique de travailler? Dans le haut de l'écran, on voit qu'il y a un petit coffre à outils. Ce symbole-là signifie qu'on a un outil là, papier qui est disponible au CRFM. Vous pouvez appeler pour y avoir accès. Là, on pourrait vous l'envoyer, par exemple, par courriel. C'est la liste de vérification. En fait, cet outil-là, ça permet d'avoir sur papier toutes les choses à vérifier avant un départ. Ça fait en sorte que quand les départs sont annoncés à la dernière minute, vous avez quelque chose sur quoi vous reposer pour diminuer un petit peu votre charge mentale, puis éviter que les pensées partent dans tous les sens, puis disent, OK, là, est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a planifié
la procuration pour l'hypothèque parce que notre hypothèque va être à renouveler bientôt, puis on ne sait pas si le membre va être revenu. Bref, des petits détails comme ça, des fois que ça fait beaucoup de choses à penser, mais nous, on les a tous rassemblés dans une liste. Donc, vous pouvez demander là, cette liste-là au CRFM pour vous aider à structurer un petit peu votre préparation. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de regarder la courbe du déploiement. Donc, c'est une courbe qui représente le niveau de stress qui va être vécu par les familles lors d'un déploiement. Ici, c'est la courbe d'un déploiement traditionnel, donc d'un déploiement qui serait plus long. Sur l'axe vertical, on a le niveau de stress. Donc, on voit qu'il y a comme 2 pics de stress durant le déploiement. C'est au départ, donc un petit peu avant que le membre militaire parte, la famille va être plus stressée, puis au moment où il part, le stress va être comme à son maximum parce qu'on anticipe, parce qu'on vit un détachement, on doit vivre la séparation. Puis, pendant l'absence, donc pendant le déploiement, à un moment donné, notre routine, elle va se stabiliser, donc le niveau de stress va s'abaisser. On va comme retrouver un petit peu l'équilibre. Puis, avant le retour, quand on sait que le retour s'en vient, là, il va y avoir un autre pic de stress parce qu'on anticipe, est-ce que les relations vont être les mêmes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va devoir discuter qui vont être plus difficiles? Est-ce que le retour dans la routine, ça va bien se passer? Si on a des enfants, est-ce que tout va bien se passer? Les parents vont être disponibles pour s'adapter aux réactions des enfants face au changement de routine? Donc, des fois, on a un pic de stress à la fin. Ça, c'est pour un déploiement traditionnel. Par contre, quand les déploiements sont fréquents, qui ne sont pas toujours prévus, la courbe, elle change. La courbe, elle va plutôt ressembler à ça. En fait, là, ce qui est proposé par les familles, les services aux familles des militaires, c'est que on a un pic de stress avant le départ, puis quand on réussit à se stabiliser, des fois, il y a un autre départ qui arrive. Donc, la famille est constamment en train de se réajuster, de s'adapter. Puis, les pics de stress arrivent plus rapidement. Donc, on va avoir moins de temps pour se stabiliser entre les absences parce que les absences vont être plus fréquentes, plus rapides. Ce que ça fait, c'est que les familles, étant donné que le niveau de stress a moins de temps de s'abaisser, de se stabiliser, le stress va augmenter à chaque fois. Donc, l'accumulation du stress va faire en sorte que de fois en fois, ça peut être pire. Quand vous sentez que votre niveau de stress est très, très élevé, on va le voir un petit peu plus loin, c'est important d'aller chercher du soutien. C'est justement ce qui m'amène à vous parler du stress. Donc, ça va être important d'identifier c'est quoi vos signaux de stress. C'est une petite parenthèse là, pour parler vraiment de comment vous vous sentez, mais c'est important parce que les absences fréquentes, ça met quand même la famille parfois à rude épreuve. Puis, c'est important de reconnaître que, OK, là, j'ai de la misère à dormir, c'est pas dans mes habitudes, il y a peut-être quelque chose là que je dois faire attention. Donc, vous avez différentes catégories de signaux qui peuvent être liés au stress. Donc, il y a les signaux physiques comme le fait de mal dormir, d'avoir moins faim ou des choses comme ça. Il y a les signaux cognitifs, donc avoir plus de misère à se concentrer des fois, avoir plus de difficultés à prendre des décisions, des fois des décisions un peu banales du quotidien, ça devient une grosse montagne pour nous. C'est peut-être un indice que vous vivez une accumulation de stress. Il y a des signaux aussi qui peuvent être sociaux. Il y a des signaux qui peuvent être vus plus dans nos comportements. Donc, par exemple, se suractiver, se lancer dans plein de projets en même temps, se lancer dans le travail, ou au contraire, éviter les activités qu'on faisait d'habitude, éviter d'aller voir nos amis parce qu'on n'a pas l'énergie pour ça. Puis finalement, il y a des signaux qui sont plus émotionnels, là, liés à notre humeur. Donc, on peut être plus irritable, on peut se sentir plus anxieux. Donc, il y a différents signaux qui existent. L'important, je vous dirais, c'est de vous observer puis d'être capable d'identifier les vôtres pour voir à quel moment vous avez atteint une limite qui est rendue inhabituelle puis que ça serait peut-être bon d'aller vous chercher quelques outils pour pouvoir vous adapter à ce stress-là. Comment on fait pour réduire le stress? Il
il y a une chercheure là, qui s'appelle Sonia Lupien qui a déterminé que le stress, c'était un mélange de 4 composantes. Donc, ça peut être plusieurs de ces composantes-là, ça peut être une seule, mais souvent, quand on est stressé, c'est parce qu'on vit une situation sur laquelle on n'a pas de contrôle. C'est une situation qui est imprévisible, c'est une situation qui est nouvelle et c'est une situation où, elle dit, notre ego est menacé. Donc, c'est une situation où on n'est pas certain qu'on a les capacités pour faire face à cette situation-là, où on a peur un peu de perdre la face, que les autres pensent qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, ça fait l'acronyme CINE. Donc, elle dit que le stress, c'est du CINE. Moi, j'aime l'utiliser un petit peu dans le même sens, dans le sens inverse plutôt. Donc, de vous demander, devant une situation stressante, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Qu'est-ce que vous pouvez rendre prévisible? Et qu'est-ce que vous pouvez conserver d'une absence à l'autre, donc pour réduire la nouveauté? Ça va être des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, quand vous répondez à ces questions-là, ça va vous aider à trouver des trucs pour faciliter votre préparation à diverses absences qui vont être fréquentes. L'idée, c'est un peu de vous demander c'est quoi vos forces, puis comment vous pouvez les mettre à profit. Donc, par exemple, le fait que votre conjointe part en déploiement, est-ce que vous avez du contrôle là-dessus? Non. Par contre, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez avoir du contrôle. Dans le haut de votre écran, vous voyez qu'on a un outil qui s'appelle le planificateur d'urgence familiale. C'est un outil qui est disponible au CRFM et souvent, quand on sait que votre conjointe s'en va en déploiement, on vous l'envoie soit par la poste, soit par courriel. Donc, si vous ne l'avez pas reçu et que vous vivez l'absence ou vous allez vivre l'absence bientôt, n'hésitez pas à contacter votre CRFM là, pour avoir ce planificateur-là. L'objectif du planificateur, c'est de prévoir en cas d'urgence, c'est quoi les étapes que vous allez suivre, qui vous allez contacter, puis vous pouvez y indiquer aussi là, quelques éléments de la routine familiale. Par exemple, il y a un parent militaire qui doit quitter pour un déploiement, puis l'autre parent doit se rendre à l'urgence avec un des enfants. Admettons que c'est une famille avec plusieurs enfants. Bon, bien, qu'est-ce qui arrive avec les autres enfants? Qui va s'en occuper? Au lieu de paniquer sur le moment et de ne pas savoir, vous sortez votre planificateur d'urgence familiale et ça, c'est déjà prévu à l'avance. Donc, vous pouvez contrôler un petit peu votre planification pour rendre les choses plus prévisibles. Ça évite qu'on devienne stimulé par le stress puis qu'on ne sache pas comment penser. Donc, vous pouvez déjà planifier là, pour la personne qui va venir prendre soin de l'autre enfant. Bon, ben les routines de cet enfant-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime manger? À quelle heure il se couche? Des choses comme ça. Puis, vous pouvez faire la même chose pour les animaux. Parce que si vous devez, par exemple, vous absenter de la région pour aller trouver votre famille pour une situation d'urgence à l'extérieur, puis que vous devez laisser vos animaux ici, c'est la même chose. Vous pouvez l'avoir déjà prévu, qui vous allez contacter, puis quelles informations cette personne-là va avoir besoin. Dans le planificateur d'urgence familiale, vous pouvez également prévoir des contacts. C'est en cohérence avec les recommandations du major Ménard. Donc, de prévoir des contacts d'urgence. Par exemple, si vous devez faire garder vos enfants, c'est qui votre contact d'urgence? Si vous devez avoir une réparation urgente sur votre voiture, c'est qui votre contact pour vous soutenir là-dedans? Donc, il y a différentes questions comme ça là, qui peuvent être réfléchies à l'avance pour rendre les choses un petit peu plus prévisibles. Donc, c'est une façon de réduire le stress, de se demander qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux rendre prévisible et qu'est-ce que je peux conserver d'une absence à l'autre en utilisant mes forces. Quand on est stressé, il y a aussi un aspect important qui est de décharger le stress. Le stress, en fait, c'est une accumulation d'énergie dans le corps qui, à la base, est prévue pour nous aider à se défendre contre une situation qui pourrait être inconfortable pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette énergie-là quand on est stressé? C'est bien important de s'en décharger. Donc, il va falloir s'en décharger peut-être en bougeant, peut-être en parlant
avec des gens, donc s'entourer d'un réseau de soutien qui va pouvoir nous aider avec l'aspect émotionnel, mais aussi avec l'aspect pratico-pratique là, qu'on va voir un petit peu plus tard. Puis également, une fois qu'on a déchargé notre stress, il y a différentes façons pour nous aider à nous apaiser. Le fait de répondre à vos besoins de base, donc manger, boire, dormir, etc., ça va être très important. Ça va jouer un grand rôle sur notre sensibilité au stress. Donc, si vous répondez à tous vos besoins de base, le corps va réagir un petit peu mieux au stress. Vous allez être plus prêt à vous défendre contre la situation. Donc, c'est quelque chose qui est à faire un petit peu en prévention. Puis, quand on est très stressé aussi pour s'apaiser, ça peut être pertinent de prévoir du temps pour du repos puis des loisirs. Là, vous allez me dire, oui, mais quand mon conjoint est parti, je n'ai pas le temps de faire ça. Je suis d'accord. Par contre, des fois, de prendre 10 minutes pour faire quelque chose qui n'est pas productif, qui n'a apparemment pas d'utilité dans votre pratico-pratique du quotidien, ça peut vous permettre des fois d'abaisser votre niveau de stress puis de vous rendre plus disponible après pour faire vos autres tâches. Donc, vous gagnez un petit peu en productivité quand vous faites ça. Ça peut éviter aussi des fois des conflits parce que quand on est très stressé, on est plus irritable, tout ça. Tandis que si on prend le temps de s'arrêter, qu'on prend le temps de redescendre un petit peu, ça peut nous permettre là, d'être plus calme pour faire face aux situations qui vont survenir dans la journée. Donc, je vous inviterai à vous questionner, vous, votre façon de décharger votre stress, c'est quoi? Chaque personne a une façon différente, mais vous, c'est quoi votre façon? Donc, une autre stratégie, on a parlé du stress, maintenant je vous ramène sur vraiment les absences. Une stratégie qui est proposée, c'est de mesurer les absences fréquentes, non pas en nombre d'absences dans l'année ou peu importe, mais plutôt de les calculer en cycle. Donc, vous pourriez décider qu'un cycle, c'est comme un long déploiement de plusieurs mois, mais avec plusieurs congés bonus. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir le nombre d'absences que vous voulez dans votre cycle. Par exemple, il y a une famille qui vivait mieux les déploiements plus longs, donc mettons de 6 mois, parce qu'il y avait le temps d'installer une routine, puis après de réorganiser au retour, de vraiment se questionner sur ce qui avait fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné. Donc, la famille avait décidé que un cycle d'absence, c'était à peu près 7, 8 absences fréquentes. Donc, on parle ici d'une famille dont le militaire partait vraiment, vraiment souvent. Donc, après 7 ou 8 absences, là, ils considéraient que leur cycle était terminé. Ils pouvaient réengager la conversation sur qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Là, au prochain cycle, on va faire quoi? Donc, à la fin du cycle, on veut célébrer nos réussites, donc célébrer qu'est-ce qui s'est bien passé pendant notre cycle, faire une mise au point, puis se préparer justement pour le prochain cycle. Donc, vous pouvez, comme j'ai dit, avoir un cycle qui est d'une durée qui vous convient. On le calcule plus en nombre d'absences. Mais pourquoi on ferait ça, calculer nos absences en cycle? En fait, c'est que ça aide à planifier la réintégration. Au lieu d'être constamment en train de se réajuster à chaque fois que le membre militaire revient, on va se réajuster à la fin. Donc, à la fin, on va prendre le temps de s'asseoir, on va prendre le temps de discuter de notre relation, de les routines qui ont été installées, qu'est-ce qu'on a aimé dans notre communication, qu'est-ce qui a été efficace, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Donc, au lieu d'avoir l'impression qu'on est toujours en train de renégocier un petit peu ces éléments-là, on va essayer de le vivre pendant tout le cycle, puis après de renégocier à la fin pour réduire un petit peu le sentiment d'être toujours en déséquilibre puis en train d'attendre qu'on ait une période qui est sans absence. Ça m'amène aussi à parler des routines. Tantôt, on a parlé de comment, qu'est-ce qu'on pouvait contrôler, qu'est-ce qu'on pouvait rendre prévisible et qu'est-ce qu'on pouvait garder d'une absence à l'autre. Les routines, c'est une bonne réponse. Donc, on va essayer d'avoir des routines qui sont plutôt stables, surtout lorsqu'on a des enfants. Donc, on va essayer le plus possible de faire la même routine, que le membre militaire soit présent ou non. Par exemple, la routine du dodo est toujours la même. Le souper, le bain, la petite relaxation, puis le dodo.
Bien, l'idée, c'est de garder les mêmes éléments dans la routine. Par contre, on veut quand même que nos routines soient souples. L'idée, c'est que si c'est toujours un des deux parents, toujours le même qui donne le bain, bien, on va essayer des fois de changer pour que quand le membre militaire va partir, ça ne fasse pas une énorme différence dans la routine de l'enfant. C'est la même chose si vous avez pas d'enfant puis que vous êtes un couple qui voulait stabiliser vos routines, ça va être bien pertinent de le faire aussi parce que les routines, ça rend les choses prévisibles, on sait à quoi s'attendre, puis on n'a pas nécessairement à se casser la tête. Ça évite d'avoir à prendre plein de décisions en même temps. Quand on arrive à la maison le soir, on n'a pas de décision à prendre, on sait à quoi s'attendre, on sait c'est quoi les actions qui vont suivre. Donc, ça nous décharge un petit peu mentalement. On vous propose, si vous avez des enfants, de maintenir des routines qui vont être réalistes pour un seul parent, même quand les deux sont à la maison. Par exemple, il y a des fois des activités qui vont être en même temps. On va proposer de ne pas inscrire deux enfants à des activités différentes qui ont lieu en même temps, parce que quand vous êtes deux, c'est correct, vous pouvez aller les porter. Mais quand il y a un seul parent, il ne pourra pas aller les porter aux deux endroits en même temps. C'est un exemple, mais ça peut vraiment être intéressant de faire la réflexion pour faciliter la vie du parent qui va rester à la maison pendant que le militaire va être déployé. Une autre stratégie pour vivre les absences fréquentes un petit peu plus doucement, c'est d'identifier vos priorités pour le cycle en cours. Vous pouvez vous demander, bon, pour le cycle qui s'en vient, c'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné la dernière fois, puis que là, je veux vraiment travailler dessus? Par exemple, vous pourriez décider que la priorité cette fois-ci, c'est la santé mentale du parent qui reste à la maison. On veut vraiment prioriser ça pour qu'il soit disponible à prendre soin des enfants puis à bien se sentir, parce que la dernière fois, ça a été plus difficile. Donc, avec ces priorités-là, vous allez pouvoir vous cibler des objectifs. Donc, peut-être que votre objectif pour prendre soin de votre santé mentale, ça va être d'avoir un moment pour vous une fois ou 2 semaines. Comment vous allez faire ça? Ensuite, vous allez trouver des moyens. Donc, peut-être que vous allez vous planifier un répit au CRFM une fois ou 2 semaines. Peut-être que vous allez faire appel à votre réseau de soutien, donc de la famille, des amis, des voisins, des collègues pour faire garder vos enfants une fois par 2 semaines. Donc, en ayant vos priorités, ça vous permet de cibler des objectifs puis de mettre des moyens en place pour vous aider à faciliter un petit peu le quotidien. En ayant des priorités, ça nous aide aussi à dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos priorités, parce que des fois, ça serait un petit peu irréaliste dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que c'est irréaliste toujours, mais pour la période d'absence, des fois, c'est irréaliste. Par exemple, si votre priorité, c'est de prendre soin de vous, de votre santé mentale, que votre objectif, c'est d'avoir du temps pour vous, puis que vous avez une voisine qui vous demande de garder ses enfants pendant la soirée que vous aviez prévu être seul, bien, peut-être que vous allez dire non cette fois-ci parce que ça ne correspond pas avec votre priorité. Pour l'instant, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas réaliste. Donc, je vous amène à réfléchir pour votre prochain cycle d'absence, ça va être quoi votre priorité à vous? Pendant les absences, on vous invite aussi à aller vous chercher du soutien émotionnel. OK, il y a 2 types de soutien. On va voir le soutien instrumental plus tard. Le soutien émotionnel, c'est quand même important. C'est gros de vivre des absences répétées. Donc, c'est important d'en parler. Parlez-en avec vos proches. Vous pouvez en parler avec des amis, des collègues, de la famille. Vous pouvez en parler aussi avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires à vous. Donc, on a un groupe parents-enfants au CRFM à toutes les semaines. Il y a des parents qui viennent se rencontrer et amènent leurs enfants. Ça leur permet de jaser, de venir rencontrer d'autres personnes qui peuvent vivre les mêmes défis qu'eux. Il y a aussi des groupes virtuels là, pour les partenaires de militaires. Donc, je pense à tous les groupes Facebook de ce monde où vous pouvez rejoindre des personnes qui sont également conjoints ou conjointes de militaires. On a des activités sociales au CRFM qui sont parfois juste pour les adultes, parfois pour les parents. Donc, vous pouvez vous informer un petit peu
des activités là, qui sont offertes pour augmenter votre réseau, donc agrandir ce réseau social-là. Puis si vous en avez besoin, vous pouvez appeler au CRFM pour parler à un intervenant du secteur absence. Donc, quand les gens partent pour un long déploiement, on prend le nom en note et puis on fait un appel à la famille, voir comment ça se passe. On a-t-il besoin de vous aider d'une certaine façon? Est-ce que vous avez besoin de parler de comment vous vous sentez? C'est quelque chose qu'on fait. Par contre, quand c'est des absences qui sont plus courtes et plus fréquentes, des fois, on ne sait pas toujours que le membre est parti ou on ne sait pas toujours que le membre est parti plusieurs fois dans les derniers mois. Donc, on n'a pas nécessairement conscience du stress que ça met sur la famille. Donc, vous pouvez prendre le téléphone puis nous appeler, demander à parler à quelqu'un du secteur de l'absence, puis on va vous écouter avec plaisir. C'est dans notre rôle. Donc, je vous invite à vous questionner qui peut vous soutenir émotionnellement pendant une absence. Ça peut être une bonne réflexion à faire là, pour voir qui vous entoure puis vers qui vous pouvez vous tourner si vous avez besoin d'en parler. On a également besoin d'un soutien instrumental des fois quand on vit l'absence. Par soutien instrumental, je veux dire tout le pratico-pratique du quotidien qui devient parfois très lourd quand on est seul pour le porter. Donc, est-ce que vous pourriez faire appel à des services d'aide ménagère, à de l'aide aux devoirs, à des fois faire l'épicerie en ligne, de la faire livrer à la maison, ça peut enlever une tâche. Des fois, de faire préparer des repas pour la semaine. Il y a plusieurs compagnies qui l'offrent, donc on enlève toute la charge de cuisiner les repas, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, si vos enfants ou vous-même, vous avez des activités, est-ce que vous pouvez avoir du covoiturage pour faciliter un petit peu les transports? Si vous avez de l'entretien saisonnier à faire, est-ce que vous pouvez donner ça à contrat à quelqu'un? Puis finalement, si vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez venir au répit, au CRFM ou même ailleurs? Mais au CRFM, on a plusieurs options de répit. On va les voir un petit peu plus tard. Donc, ça peut peut-être être des options intéressantes pour vous donner un petit peu de temps pour vous. L'idée, c'est de vous demander, pendant une absence ou pendant un cycle d'absence, de quelle tâche vous pouvez vous départir pour alléger votre quotidien. C'est quoi la tâche là, qui est vraiment lourde pour vous? Puis comment vous pourriez vous en départir, là? Comment vous pourriez vous arranger pour qu'elle soit faite, mais pas par vous. Donc, dans le haut de l'écran, vous voyez qu'on a une petite boîte à outils. On a un outil qui existe pour ça au CRFM. On a une liste des ressources qui peuvent vous faciliter la vie pour les repas. Donc, c'est une liste des épiceries au Saguenay qui offrent la commande en ligne et soit la livraison ou le fait d'aller chercher votre épicerie toute faite directement en magasin. Et la liste comprend également des traiteurs ou des endroits qui peuvent fournir des mets préparés pour la semaine, là. Des fois, la commande se fait en ligne, la livraison directement à la porte chez vous. Des fois, c'est une commande que vous faites en ligne ou par téléphone, puis vous pouvez aller chercher les repas directement sur place. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez simplement à appeler au CRFM ou à envoyer un message là, par courriel ou par Messenger pour avoir accès à cette liste-là. Dans les absences, on a une relation souvent qui est à distance avec la personne qui est partie. Donc, vous avez un proche, vous êtes à la maison en train de gérer le quotidien, mais il y a aussi le membre militaire qui est parti, soit sur un cours ou un déploiement. Cette communication-là n'est pas toujours facile. Par contre, il y a des grandes lignes qu'on peut vous recommander pour faciliter un peu ça. C'est recommandé de communiquer ensemble le plus souvent possible pour garder le contact et garder le lien entre les personnes. Ça vaut pour vous, ça vaut pour les enfants si vous avez des enfants. Par contre, des fois, ce n'est pas toujours possible. Donc ça, on comprend qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur cet élément-là, mais toutes les occasions possibles qu'on a de communiquer, idéalement, on va les prendre. Ça maintient le lien. Par contre, des fois, je sais que, surtout les enfants, mais aussi les adultes,
Des fois, c'est difficile de parler, on n'a pas grand-chose à se dire parce que ça nous fait un peu de la peine. Donc, vous pouvez être créatif là, dans les moyens pour vous parler, que ce soit des appels vidéo, des photos, des textos. Il y a, des fois, surtout avec les adolescents, là, il y en a qui font des jeux en ligne avec le parent qui est déployé. Comme ça leur permet de se parler, ils s'entendent, mais ils ont comme un prétexte là, de conversation qui est le jeu. Puis par la suite, là, ça amène souvent l'adolescent à parler de sa journée ou de comment il se sent. Donc, il y a toutes ces options-là qui sont possibles. Il y a également la poste. Donc, quand les militaires sont en déploiement à l'extérieur du Canada, si c'est un déploiement qui est plus long et que vous voulez envoyer un colis à votre membre militaire, sachez que vous pouvez venir au CRFM pour livrer votre colis et il va être livré gratuitement plutôt que de payer les frais là, auprès de Poste Canada. Donc, si c'est un colis à l'extérieur du Canada pour un membre militaire qui est en déploiement, le colis va être envoyé gratuitement si vous venez le porter directement au CRFM. Vous pouvez nous téléphoner ou aller voir sur notre site Internet pour avoir les consignes concernant l'envoi de colis. Il y a quand même des restrictions et tout ça, là. Donc, vous pouvez aller chercher cette information-là. Si on se ramène à la communication, donc quand vous parlez à votre membre militaire, on va proposer d'aborder les sujets importants pour éviter un petit peu les surprises au retour. Par exemple, j'y vais dans le très, très concret. Si vous avez décidé de repeinturer le salon, ça serait bien de le nommer avant que le militaire revienne pour éviter qu'il rentre chez lui et qu'il ait l'effet de surprise de ne plus se sentir chez lui. C'est un exemple très concret, visuel, mais c'est un petit peu la même chose dans les relations aussi. C'est passer des choses, des événements, c'est important de le nommer pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises au retour. Par contre, je mets un petit bémol ici, c'est important d'équilibrer les informations qui sont nécessaires versus les informations qui sont superflues. Si des fois, l'information, c'est les perceptions de tout le monde autour de vous, puis comment tout le monde peut-être réfléchit à la situation, ça peut créer peut-être du stress à la personne militaire pour rien. Donc, on va essayer de s'en tenir aux faits, de s'en tenir à comment vous vous sentez vous deux pour équilibrer un petit peu les informations nécessaires qu'on va donner. Bien important, les sujets difficiles, avant de les aborder, c'est bien d'essayer de se calmer avant. Comme ça, on évite que ça monte rapidement en conflit. Puis, souvent, là, quand les gens sont en déploiement, des fois, la communication est coupée ou on ne sait pas trop combien de temps on a pour se parler, si on va être capable de maintenir la conversation vraiment jusqu'au bout. Donc, on essaye de se calmer avant de parler des sujets plus difficiles pour être capable d'aborder le sujet de manière calme, puis éviter que ce qu'on a à dire, ça sorte un peu tout croche, puis qu'après ça, on s'envole un peu. Un autre bon truc pour la communication, c'est de reconnaître les efforts de l'autre, même si l'autre est à distance. Ça va dans les deux sens. On va inviter notamment la personne militaire à reconnaître les efforts qui sont faits à la maison, puis on va inviter la personne à la maison à reconnaître les efforts qui sont faits par la personne militaire. Je pense que les deux situations peuvent être difficiles, donc de dire à l'autre que c'est vrai que ce que tu fais, tu le fais pour notre famille, puis c'est vrai que c'est pas facile pour toi. Juste ça, des fois, ça facilite un petit peu la relation. Puis, on va vous inviter à terminer les appels sur quelque chose de positif, comme ça, dans les jours qui suivent où vous n'aurez peut-être pas de communication. Vous allez pouvoir rester avec cette idée positive-là plutôt que de terminer l'appel sur un conflit. Donc, voilà, n'ayez pas peur de la quantité d'informations sur cette diapositive. En fait, c'est une diapositive que vous pouvez utiliser pour faire une capture d'écran parce que c'est un résumé des stratégies et des outils qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, on a vu qu'avant le cycle des absences, les trucs que vous pouvez utiliser, c'est de déterminer votre cycle d'absence. Ça va durer combien d'absences? Qu'est-ce qu'on va faire à la fin aussi pour célébrer qu'on a traversé ce cycle-là? Vous pouvez identifier vos défis pour voir un petit peu sur quel aspect vous allez devoir vous concentrer. Ça va être quoi vos priorités?
Vous pouvez identifier vos forces pour les mettre à profit, pour régler un petit peu vos défis à l'aide de vos forces. On a vu aussi qu'on pouvait se questionner sur ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut rendre prévisible et qu'est-ce qu'on peut conserver d'une absence à l'autre. Pendant le cycle de l'absence, on a parlé des routines, que c'est bien quand elles sont stables, souples et réalistes. C'est important d'aller chercher du soutien autour de nous, autant du soutien émotionnel que du soutien instrumental, là, donc dans le pratico-pratique du quotidien. Vous pouvez également accorder une importance particulière à votre communication pour vous assurer de nommer les choses qui sont importantes à la personne militaire. Et vice-versa, la personne militaire peut nommer les choses importantes à la personne qui reste à la maison. C'est important d'établir vos objectifs, vos priorités pour pouvoir prendre des décisions en conséquence. On observe nos signaux de stress, hein? On est très alerte pour être certain qu'on n'a pas besoin d'un petit peu plus. Puis, vous pouvez mettre en place des stratégies pour vous apaiser, mettre en place des stratégies pour décharger un petit peu le stress. Au retour de la personne militaire, donc à la fin de votre cycle, vous pouvez célébrer vos bons coups, faire une petite mise au point, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Mais surtout, puis je porte votre attention là-dessus, c'est important de se laisser du temps pour s'adapter à la réintégration. Souvent, on se dit, bon, l'absence est finie, tout est correct, tout va bien aller. Ça se peut que vous trouviez ça difficile de réintégrer une routine qui va être à deux parents ou à deux dans votre couple. Des fois, il y a des gens qui anticipent énormément le retour parce qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Laissez-vous du temps. Ça prend du temps de se réadapter à ça. Donc, c'est bien important. Puis si jamais, après la réintégration, après quelques semaines, il y a encore des petits détails qui vous chicotent, que ce n'est pas tout à fait réglé, que vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise, vous pouvez venir au CRFM, on va vous accompagner dans l'adaptation justement à la réintégration. En haut de la page, je vous ai mis tous les outils dont on a parlé aujourd'hui. Je porte votre attention cette fois-ci sur le planificateur relationnel parce que j'en ai pas parlé dans la diapositive précédente. Le planificateur relationnel, c'est un outil qui peut vous aider à préparer votre communication avant l'absence. Donc, c'est comme un questionnaire pour la personne militaire qui va partir en déploiement et un questionnaire pour l'autre personne qui va rester à la maison. Donc, chacun de son côté, là, les gens vont remplir des questions, vont répondre aux questions. Par exemple, c'est quoi mes attentes par rapport à notre communication? Qu'est-ce que je redoute le plus pendant l'absence? Des choses comme ça. Puis, ça permet de mettre en commun par la suite en ayant des mots pour exprimer comment on se sent vis-à-vis de l'absence. Donc, ça permet d'avoir une meilleure planification. N'hésitez pas à venir nous demander les outils. Ils sont là pour vous. Ils sont vraiment là pour faciliter les périodes d'absence pour les familles de militaires. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner, à nous les demander. Je vais d'ailleurs vous parler un petit peu de ce qu'on peut offrir au CRFM. Puis par la suite, vous parler de comment vous pouvez nous rejoindre. Donc, au CRFM, vous pouvez, oui, avoir tous ces beaux outils dont je vous ai parlé, mais vous pouvez avoir du soutien plus psychosocial. Donc, on a des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés, des intervenants jeunesse. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus, d'avoir vraiment un suivi, c'est possible. À l'absence, on offre des appels de soutien. Donc, comme je vous ai parlé là, tout à l'heure, le fait qu'on appelle les membres de la famille qui sont restés ici pendant un déploiement pour voir un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à le demander, les appels de soutien, on ne les fait pas systématiquement quand le membre militaire part sur des très courtes durées. Des fois, on ne sait pas que c'est répété, donc n'hésitez pas à le demander. On offre des ateliers, des webinaires un petit peu comme on fait aujourd'hui. Donc, il y a plein d'outils qui sont disponibles sur notre site web. Puis, on offre également des rencontres sociales et du répit. Les options de répit, je vais d'ailleurs vous en parler. On a la halte répit du CRFM qui est disponible. C'est inscription obligatoire. C'est
comme un service de garde temporaire, je dirais. Donc, si vous voulez avoir une demi-journée pour avoir du répit ou si vous voulez venir porter votre enfant une journée dans la semaine, c'est une tarification là, à la journée ou à la demi-journée. C'est ouvert donc pendant la semaine de jours. C'est une option qui est intéressante. Si jamais, par exemple, vous avez déjà un service de garde ou vous êtes à la maison, donc votre enfant ne va pas à un service de garde, puis tout ça, la halte répit, ça peut être une option, là, justement, si vous êtes à la maison. Mais si vous avez déjà un service de garde, puis que durant la semaine, ça va, mais c'est plus la fin de semaine que vous auriez besoin d'un petit répit, sachez que 2 samedis par mois, pendant l'avant-midi, le CRFM de Bagotville offre un répit parental qu'on appelle. Donc, c'est un service de garde là, pendant l'avant-midi, le samedi. C'est gratuit et c'est offert à toutes les 2 samedis là, par mois. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez l'utiliser pendant l'absence, mais vous pourriez aussi l'utiliser à d'autres moments, là. Donc, si vous ne vivez pas l'absence, c'est disponible aussi. Puis, si jamais ça, c'est pas suffisant ou ça ne répond pas à vos besoins, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on puisse discuter des autres options. Si vos enfants ont des besoins particuliers, on peut vous référer vers d'autres partenaires qui offrent aussi du répit. On peut aussi vous faire parvenir une liste des petits gardiens, des petites gardiennes puis des petits gardiens là, qu'il y a dans votre quartier qui nous ont fait part de leur intérêt là, pour qu'on partage leur nom. Donc, on a d'autres options qu'on peut regarder avec vous. Donc, n'hésitez pas à le demander. Là, je suis consciente que tout ce que je vous ai nommé, c'est sur semaine de jour, sauf le répit du samedi qui est 2 fois par mois. Mais pendant les soirs, nuits, fin de semaine, si vous avez besoin de soutien, il existe la ligne d'information pour les familles qui est une ligne d'appel confidentielle 24 heures sur 24. C'est bilingue, donc vous pouvez l'utiliser en français ou en anglais. Puis, il y a différentes ressources que vous pouvez trouver à cette ligne-là. Puis, une autre ressource que je voulais vous parler également, c'est souvent les familles n'ont pas de médecin de famille. Donc, si vous avez votre carte CF1, vous avez droit à de la télémédecine avec le programme MAPLE. Vous pouvez vous inscrire là, au lien qui est ici. Ça vous donne accès à des consultations là, avec un médecin ou une infirmière gratuitement. Ils peuvent fournir une ordonnance, ils peuvent demander des tests, justifier votre absence au travail, tout ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant là, pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille pendant l'absence ou pas. Des fois, d'avoir une petite consultation avec un médecin, c'est nécessaire. Donc, ça peut être une option si vous avez votre carte CF1. Donc, c'est pas mal ce qui conclut notre présentation aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez qu'on répète l'information que j'ai dite aujourd'hui, vous pouvez toujours venir vous présenter directement au CRFM. On est situé dans le quartier des logements familiaux sur la base. Vous pouvez nous appeler là, au numéro qui est indiqué ici. Vous pouvez nous rejoindre également sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, tous les réseaux populaires, nous y sommes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Donc, en faisant la demande là, à l'adresse courriel info@crfmbagotville.com. L'infolettre, là, ça vous permet de savoir un petit peu c'est quoi les activités qu'on offre qui ne sont pas toujours récurrentes. Puis, ça vous permet également d'avoir les liens pour vous inscrire, par exemple, au répit parental. Finalement, on a notre site web là, sur lequel on retrouve la plupart de nos ateliers et webinaires. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça répond bien à vos questions. J'espère que ça leur a comblé certaines attentes.